Le froid fouette le visage, le vent rugit, comme si l'océan lui-même protestait contre l'entêtement humain. Et maintenant la question, comment des hommes, sans boussole ni carte, ont-ils pu traverser le silence glacé de l'Atlantique Nord 5 siècles avant Colomb? Qu'est-ce qui les a poussés à prendre ce risque, à s'aventurer là où le mot « Amérique » n'existait même pas? Et pourquoi, 1000 ans plus tard, les archéologues débattent-ils encore où exactement leur voyage s'est-il achevé? Au pays des brumes ou dans la terre où pousse la vigne? Les premiers fils de cette histoire remontent à la fin du Xe siècle. À cette époque, les Vikings, descendants de colons norvégiens et islandais, avaient déjà conquis les glaces du Groenland. La saga raconte l'histoire d'un homme nommé Éric le Rouge, un exilé qui trouva la terre verte et la nomma ainsi non par fidélité à la vérité, mais par espoir. Les fouilles archéologiques de Brattahlid confirment sur cette terre se dressaient bel et bien leurs maisons en bois, réchauffées par des foyers et par la foi en l'existence de quelque chose de plus grand au-delà de l'horizon. Quand la mer du Nord se fige comme du verre et que l'air lacère la peau, le navire viking semble être une créature vivante. Son long corps aux flancs incurvés est appelé drakkar. Ce n'est pas seulement un vaisseau, mais un symbole de volonté. Léger comme une plume et souple comme un serpent, le drakkar glissait sur les vagues, comme si l'océan lui-même s'écartait devant sa proue. C'est sur de tels navires que les Nordiques ont découvert non seulement le Groenland, mais aussi un nouveau sentiment, le goût de l'inconnu. Cet esprit les poussait plus loin. Dans l'un des récits de la saga d'Éric le Rouge, il est fait mention d'un jeune homme, Leif Erikson, le fils de cet exilé. Il entendit parler d'une terre à l'ouest par le marchand Bjarni Herjolfsson, qui s'était égaré et avait vu des côtes différentes de celles du Groenland. Et c'est alors que les Vikings entendirent parler pour la première fois d'un continent où nul Européen n'avait encore posé le pied. Le terme que les historiens utilisent pour décrire de tels voyages est « expansion », le mouvement des peuples au-delà de leur monde habituel. Mais pour les Nordiques, ce n'était pas un mot, mais un appel du sang. Ils n'écrivaient pas de chroniques, ne bâtissaient pas d'empire. Ils prenaient simplement la mer, parce que la mer les appelait. La distance entre l'Islande et la côte de l'Amérique du Nord est d'environ 4000 km en ligne droite. Mais pour eux, ce n'était pas une ligne droite, mais une chaîne de glace, de brouillard et de repères stellaires. La navigation des Vikings reposait sur la mémoire. Ils mémorisaient la direction du vent, la couleur de l'eau, la position du soleil et l'odeur de la terre. Cette méthode était appelée navigation vectorielle. Les chercheurs modernes confirment, même sans instrument, en utilisant uniquement la vue et l'intuition, ils pouvaient parcourir des milliers de kilomètres avec une déviation minimale de leur route. Ça sent le sel, le goudron et la laine mouillée. Le froid pique l'air dans la poitrine. Pas de peur, seulement la soif de l'aventure. Ainsi, à la fin du Xe siècle, débute un voyage qui changera l'histoire des découvertes bien avant Colomb. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une ombre à l'horizon, une terre qu'ils n'ont pas encore vue, mais qu'ils ressentent déjà, tel un appel à travers le vent et la nuit glaciale. Au bord du Groenland, où même en été la glace ne recule pas entièrement, Leif Erikson prépare son expédition. Non pas pour la gloire, mais pour la vérité, cachée derrière la ligne grise de l'horizon. Le froid transperce jusqu'aux os, et les vagues grondent, comme si les dieux eux-mêmes mettaient à l'épreuve la détermination de quiconque oserait s'aventurer dans le vide occidental. Et pourtant, il part. Mais pourquoi? Pour prouver qu'au-delà de l'océan existe une terre où l'on peut vivre. Une terre où l'herbe est plus verte et où le soleil ne se cache pas derrière les glaces. Les archéologues ont trouvé dans les couches du Groenland des fragments d'outils norvégiens, des parties de drakkar et même des fragments de tissus tissés en laine de mouton. Ces traces confirment que les Nordiques construisaient effectivement des navires directement sur les côtes glacées. L'un des objets retrouvés, une ancre de fer pesant environ 20 kg, découverte près du Nuuk moderne. Elle est devenue un témoin muet de la façon dont les Vikings préparaient le chemin vers l'ouest, là où leur carte s'achevait, et où la peur commençait. Le drakkar à bord duquel Leif partit mesurait environ 20 mètres de long et pouvait accueillir 35 personnes. Ses planches étaient fixées par des rivets de fer et la coque était recouverte de goudron pour la rendre étanche. Mais le plus important, il était flexible.
Quand l'océan le frappait, il ne se brisait pas, mais il respirait. Les constructeurs navals modernes appellent ce principe « assemblage à clin ». Mais pour les Vikings, c'était un art de la survie. Ça sentait le goudron, le sel marin et la fumée de feux de camp. Les hommes hissaient les voiles de lin, vérifiaient les rames, aiguisaient les couteaux. Avec eux naviguaient non seulement des guerriers, parmi l'équipage se trouvaient des charpentiers, des forgerons et un prêtre pour préserver l'âme de l'obscurité. Les sagas racontent que des animaux étaient également embarqués, des chèvres, des moutons, parfois même des poulets, non seulement pour la nourriture, mais aussi pour savoir si la terre était proche. Si un oiseau, libéré de sa cage, ne revenait pas, cela signifiait que la côte était devant. C'est ici qu'apparaît pour la première fois un terme devenu symbole du courage nordique, la völva. C'est ainsi qu'on appelait une femme prophétesse, capable de voir le chemin dans l'avenir. Les légendes affirment que c'est la völva qui prédit à Leif un retour sans encombre, mais elle l'avertit. La terre que tu trouveras ne sera pas un paradis, mais une épreuve. Pour les Vikings, la prophétie n'était pas une sentence, mais une boussole, indiquant là où le destin attendait. Les vagues froides battaient contre la coque. Des flocons de neige se déposaient sur les voiles, les transformant en ailes de glace. Chaque mouvement des marins était précis, comme un coup de marteau. Ils savaient, une erreur ici coûtait la vie. Leur régime alimentaire se composait de viande séchée, de céréales, de poissons salés et d'eau dans des tonneaux en bois qu'il fallait chauffer avec des braises pour qu'elles ne gèlent pas. Les archéologues, qui ont étudié les découvertes de l'Anse-aux-Médoses, ont trouvé des eaux carbonisées et des restes de charbon, preuve que les Nordiques préparaient effectivement leur nourriture sur ces nouvelles rives en utilisant les mêmes méthodes que chez eux. En mer, il n'y avait pas d'étoiles, seulement la brume et la neige. Alors, ils utilisaient un art ancien, appelé pierre de soleil. C'est un cristal transparent de calcite, à l'aide duquel on pouvait déterminer la position du soleil même à travers le brouillard. Des études optiques modernes ont montré, cette pierre pouvait réellement aider à la navigation. Elle était leur boussole invisible, un instrument qui unissait la science et la foi. L'eau devient sombre, le ciel bas. Leif se tient à la proue du navire, serrant une corde, et le vent murmure, l'inconnu est devant. Chaque vague peut être la dernière, chaque jour, le dernier lever de soleil. Mais devant, il y a un appel, celui qui est plus fort que la peur, plus fort que le vent, plus ancien que le monde lui-même. Et quand le matin apporte une faible lueur à l'ouest, personne n'en croit ses yeux. La terre, une bande sombre, semblable à un mirage. Ils avancent vers elle, comme vers une vision, ne sachant pas si la mort ou le salut les attend. Car à cet instant, chacun comprend, tout ce qui est resté derrière, c'est le passé, et devant, une nouvelle histoire. Une histoire qui, plus tard, fera débattre les savants pendant des siècles, et poser la même question. Qui donc a été le premier à fouler le sol américain? La mer s'est calmée. Après des semaines de tempêtes et de blizzards glacés, l'air devint soudain immobile, et au-dessus de l'horizon, apparut une fine bande de lumière verte. C'est ainsi que les Vikings virent pour la première fois la terre qu'ils nommeront plus tard Vinland, le pays du vin. Leif Erikson se tenait à la proue du Drakkar, observant attentivement le rivage. Il ne savait pas que devant lui se trouvait le bord du futur continent. Il cherchait simplement un endroit où sécher les voiles, se réchauffer les mains et entendre le chant des oiseaux plutôt que le fracas des vagues. Mais c'est précisément cet instant, quand un homme venu du monde des vents glacés vit pour la première fois la douce côte de l'Amérique, qui marqua le point de départ d'une nouvelle ère. La saga raconte que Leif et ses hommes débarquèrent sur 3 terres qu'ils nommèrent Helluland, Markland et Vinland. Les historiens modernes les identifient à la terre de Baffin, au Labrador et à Terre-Neuve. Les fouilles archéologiques du site de l'Anse-aux-Médoses ont confirmé. Les Nordiques ont effectivement atteint ces rivages vers l'an 1000. On y a trouvé des rivets en fer, des vestiges de maisons aux murs de tourbe et une forge, la première de l'histoire d'Amérique. Sur cette terre, l'air avait une odeur différente, non pas de glace et de sel, mais d'herbes humides et de baies. Un des guerriers, selon la saga, dit « On peut vivre ici ».
Le soleil se tenait plus haut qu'au Groenland, et la terre semblait chaude, même à travers les bottes. Ils trouvèrent des vignes, d'où le nom de Vinland, bien que les chercheurs modernes pensent qu'il pourrait s'agir simplement de baies sauvages. Mais pour les Nordiques, c'était un signe, la terre est fertile. Et cela suffisait pour faire vibrer les cœurs. Quand les Vikings construisirent leur première maison, le silence les entourait. Non pas un silence résonnant comme en Arctique, mais un silence dense, rempli du bruissement des feuilles. Ils abattaient les arbres avec de légères haches en fer appelées séaxes, courtes mais affûtées, idéales pour le travail en forêt. Pour eux, ce n'était pas un outil, mais une extension de la main. Ce sont précisément de telles haches que les archéologues ont retrouvées plus tard dans les couches de l'horizon culturel de Lansomédose, confirmant chaque mot des anciennes sagas. La nuit, ils s'asseyaient près du feu de camp, écoutant le crépitement de la résine. Parfois, quelqu'un disait avoir entendu des voix au loin, non pas le vent, mais comme des gens. Au début, ils riaient, puis se taisaient. Bientôt, ils virent réellement d'autres personnes, des gens à la peau cuivrée, de petite taille, rapides, agiles. Dans les sagas, on les appelle les Skraelings, un mot qui signifie « étranger » ou « sauvage ». Il s'agissait probablement des ancêtres des Inuits ou d'autres peuples autochtones du Canada. La première rencontre se déroula avec prudence. Échange de cadeaux, de poissons, de peaux, mais ensuite, la peur. Le contact avec les Skraelings fut le premier cas enregistré de rencontre entre deux mondes séparés par l'océan. Mais pour les Vikings, ce ne fut pas la découverte d'une civilisation, seulement une nouvelle épreuve. Ils ne savaient pas qu'ils se tenaient au seuil d'un continent qui changerait un jour le destin de l'humanité. Ils se contentaient de survivre. Les sagas racontent que Leif appelait son campement Leifsbúðir, les maisons de Leif. Il s'agissait de constructions basses aux toits de tourbe renforcés de pierre pour que le vent ne les emporte pas. Ils extrayaient le fer du minerai des marais, utilisaient des fourrures pour isoler les murs et séchaient la viande sur des claies en bois. Les archéologues confirment, les fragments de charbon de bois, de minerai et de scories de fer retrouvés correspondent aux technologies connues en Norvège à cette époque. L'hiver au Vinland était plus doux qu'au Groenland, mais plus dangereux. Non pas à cause du froid, mais de la solitude. Les gens avaient le mal du pays, et l'obscurité qui s'installait dès novembre les rendait fous. Alors résonnait un mot, plus effrayant que n'importe quelle arme, le niv. C'est ainsi que dans la culture scandinave on nommait la mélancolie qui ronge l'âme. Ceux qui ne supportaient pas le niv se jetaient à la mer ou s'enfonçaient dans la forêt. Certains ne revenaient pas. Mais même dans cette obscurité, Leif resta fidèle à son objectif. Il mémorisa chaque courbure du rivage, chaque courant, pour revenir. Car il savait, d'autres viendraient après lui. Son voyage ne fut pas seulement une expédition, il devint la première traversée documentée de l'Europe vers l'Amérique. Quand au printemps ils levèrent les voiles pour le retour, les vagues battaient de nouveau la coque. Mais maintenant, derrière la poupe, il ne restait pas seulement une terre, il restait une légende. Une terre où les hommes prouvèrent pour la première fois, les frontières du monde ne sont pas une ligne sur une carte, mais la limite de la détermination humaine. Et tout ce qu'il faut pour réécrire l'histoire, c'est un pas au-delà de l'horizon, là où la peur prend fin et où le chemin commence. Quelques années s'écoulèrent après le retour de Leif. Son récit d'une nouvelle terre riche en forêts et en gibier se répandit dans tout le Groenland. Et bientôt, un autre Nordique, Thorvald Eriksson, le frère de Leif, décida d'aller plus loin. Son cœur ne lui laissait aucun repos, car si le Vinland existait, il ne fallait pas seulement le voir, mais l'explorer et le coloniser. Mais cette expédition serait la première où les Vikings affronteraient non pas la mer, mais des hommes. Et ils sentiraient pour la première fois que l'océan n'était pas le plus dangereux de ce qui les attendait sur le nouveau continent. Thorvald partit avec 30 guerriers. Ils naviguaient sur les mêmes dracars flexibles, mais cette fois armés jusqu'aux dents. Boucliers de planches, lances, épées courtes, haches et longs arcs. Chaque guerrier savait, ce n'était plus de la reconnaissance, mais une conquête. Les archéologues ont trouvé dans les couches de Lansomédo des pointes de flèches et des fragments d'armes, des traces des affrontements que les sagas raconteront plus tard. Le rivage du Vinland les accueillit avec le brouillard et l'odeur de la terre humide. Ils établirent des camps, fortifièrent leurs habitations et longèrent la côte. L'un des compagnons de Thorvald nota « La terre y est bonne, l'eau claire, et le soleil caresse le visage ». Mais bientôt le silence se transforma en inquiétude.
des hommes apparurent de la forêt, ces mêmes Skraeling. Ils ne venaient pas avec des cadeaux, mais avec des lances. La première flèche transperça l'air comme un signe de la fin. Le combat fut court et violent. Les Nordiques repoussèrent l'attaque, mais Thorvald fut blessé d'une lance à la poitrine. La saga raconte qu'avant de mourir, il dit « Il fait bon mourir ici, enterrez-moi sur cette colline ». Sa tombe, selon la légende, devint la première sépulture européenne sur le sol américain. Personne ne sait exactement où elle se trouve, mais les archéologues cherchent toujours cette colline, comparant la topographie et les données des sagas. Alors les Vikings comprirent, cette terre est belle, mais elle n'attend pas d'invités. Leurs expéditions devinrent de plus en plus courtes, les affrontements de plus en plus fréquents, le chemin du retour de plus en plus difficile. Les historiens estiment que, dans les 20 ans qui suivirent Leif et Thorvald, il y eut plusieurs expéditions, celles de Karl Sigurdsson, de Freydis, la fille d'Éric le Rouge, et d'autres. Toutes tentèrent d'établir une colonie permanente, mais à chaque fois, elles se heurtèrent à la même chose, hostilité et solitude. Le terme que les chercheurs modernes utilisent pour désigner ce phénomène est la liminalité. C'est un état entre deux mondes, où l'homme n'appartient plus à l'ancien, mais n'est pas non plus accepté par le nouveau. C'est précisément ce que ressentaient les Vikings au Vinland. Ils ne pouvaient revenir les mêmes et ne pouvaient pas rester. Les sagas décrivent un épisode où les Nordiques échangeaient des marchandises avec les Skrellings, du lait contre des peaux, du fer contre du poisson. Mais un jour, quelqu'un leva une épée, et le commerce se transforma en massacre. Les historiens estiment que ce conflit fut le coup de grâce. Les Vikings comprirent, sans une alliance avec les locaux, ils ne pourraient pas garder cette terre. Et une alliance était impossible, leur monde était trop différent. Les gens mouraient de leurs blessures, de maladies, du froid. Les hivers au Vinland, bien que plus doux qu'au Groenland, étaient tout de même impitoyables. Les vents glaciaux et l'humidité constante détruisaient les navires, provoquant la pourriture du bois et des tissus. De plus, les réserves de fer s'épuisaient, et sans outils de forgeron, les Nordiques perdaient leur arme principale contre le temps. Les découvertes archéologiques confirment. Leurs forges se sont tues et leurs maisons se sont progressivement transformées en collines de tourbe. Mais même alors, ils ne se rendirent pas. La dernière expédition connue fut menée par Freydis, la fille d'Éric le Rouge, une femme dont la fureur entra dans les légendes. La saga raconte comment, lorsque les ennemis encerclèrent le camp, elle arracha l'épée d'un guerrier tombé, frappa son bouclier et cria « Mieux vaut la mort avec les armes que la vie dans la peur ». Selon les historiens, cet épisode reflète l'esprit des Nordiques, indomptable même face à une mort inéluctable. Freydis survécut et retourna au Groenland. Mais après son voyage, personne n'osa plus aller vers l'ouest. Le Vinland devint un mythe, un endroit dont on chuchotait près des feux de camp, mais où l'on ne retournait plus. Et pourtant, son souvenir ne disparut pas. Pendant des siècles, les sagas furent transmises oralement, se transformant en légendes, jusqu'à ce qu'au XXe siècle, les archéologues trouvent des preuves que tout cela était vrai. C'est ici, au bord d'un continent inconnu, sous les vents de Terre-Neuve, que s'acheva le chapitre le plus audacieux de l'histoire nordique. Mais pas l'histoire elle-même, car la trace laissée par les Vikings survécut à leur corps, à leurs navires et à leur peur, et attendit silencieusement son heure quand l'humanité oserait de nouveau regarder au-delà de l'horizon. Des siècles passèrent, le feu des campements du Vinland s'éteignit depuis longtemps, les toits de tourbe s'affaissèrent et les dracars pourrirent sous la neige. Les Vikings partirent, et l'océan, tel un gardien indifférent, effaça leurs traces. Mais la mémoire ne mourut pas. Dans les froides sagas d'Islande, écrites 100 ans après les événements, vivaient les noms de Leif, Thorvald et Freydis. Pour leurs descendants, ils devinrent non seulement des héros, mais un mythe sur des hommes qui osèrent toucher la fin du monde et regardèrent dans le vide, où il n'y avait encore ni carte, ni dieu du nouveau monde. Et ce n'est qu'au XXe siècle que l'histoire, cachée sous terre, revint à la vie. À l'été 1960, les archéologues norvégiens Helge et Anne Ingstad découvrirent à l'extrémité nord de Terre-Neuve d'étranges collines recouvertes d'herbes. Les pêcheurs locaux appelaient cet endroit l'Anse aux Meadows. Sous une couche de terre se cachaient les vestiges d'habitation, d'une forge et de construction en bois. L'analyse au radiocarbone montra l'âge des découvertes, environ 1000 ans. Cela signifiait une chose, les Vikings avaient bel et bien été en Amérique 5 siècles avant Colomb.
Les rapports archéologiques confirmèrent les données des sagas. Le mythe devint un fait. Sur le site de la colonie, on trouva des rivets en fer, des poutres carbonisées, des foyers en pierre et des traces d'un fourneau métallique. Parmi les découvertes, un fragment d'épingle en bronze, typique des femmes scandinaves du XIe siècle, et des meules en pierre. Tout cela ne parlait pas d'un campement fortuit, mais d'une véritable colonie. Les historiens modernes estiment que Lanzo-Meadows était une base où les Vikings revenaient du sud après leur voyage de reconnaissance. C'était une frontière, la limite entre le connu et l'inconnu. Ici s'anime un terme qui décrit le mieux ce moment, l'apoxie. Dans le grec ancien, il signifie « souffle avant l'abîme ». On peut ainsi nommer l'état des premiers explorateurs se tenant devant un nouveau monde. Les Vikings ressentirent cette apoxie en regardant les rives du Vinland. Peur et ravissement à la fois. Et c'est précisément ce sentiment, selon les psychologues de l'histoire moderne, qui anime chaque grande découverte. Le vent sur Terre-Neuve sonne comme il y a 1000 ans. Il porte l'odeur du sel, des algues et du fer froid. Ici, parmi les tourbières et les pierres, on peut presque entendre les coups de marteau du forgeron, le grincement des poutres en bois, les voix des gens discutant du chemin du retour. Lanzo-Meadows est devenu le lieu de rencontre de la science et de la légende, un point où le mot de la saga s'est transformé en fait archéologique. C'est ici que le monde a reconnu, l'Amérique n'a pas été découverte par Colomb, mais par des guerriers du Nord. Mais le destin du Vinland resta tragique. Les historiens pensent que le refroidissement climatique, connu sous le nom de petit âge glaciaire, qui commença au début du XIe siècle, interrompit définitivement les routes maritimes entre le Groenland et l'Amérique. L'océan devint mortel, les traversées cessèrent. Les colonies groenlandaises s'éteignirent progressivement, et la route vers l'ouest se referma de nouveau dans le brouillard pour des centaines d'années. Et pourtant, les traces de leur esprit demeurèrent. La technologie des navires à clin servit de base à la construction navale en Europe du Nord. La navigation par le soleil et les étoiles devint le prototype des futures méthodes maritimes. Même le mot « viking » se transforma en symbole de la détermination à aller là où il n'y avait pas de chemin. Leur voyage ne changea pas la carte, il changea la perception du possible. Quand 5 siècles plus tard Colomb partit vers l'ouest, il ne connaissait pas Leif Erikson. Mais son chemin répéta l'itinéraire nordique. De l'Europe, à travers l'océan, vers un nouveau monde. L'ironie de l'histoire est que l'humanité y était déjà allée, avait déjà foulé cette rive, savait déjà que la terre au-delà de la mer existait. Seulement, elle l'avait oubliée. Sur le site de Lanzo-Meadows se trouve aujourd'hui un musée. Les touristes marchent sur des passerelles en bois, là où jadis passaient des hommes en cotte de maille. On entend le vent siffler dans l'herbe, comme dans les cordes d'un vieil instrument. Chaque pas sur cette terre, c'est comme respirer à travers le temps. Ici, le passé et le présent se fondent, vikings et archéologues, épée et pelle, légende et preuve. Les historiens débattent encore. Jusqu'où au sud sont-ils allés? Jusqu'en Nouvelle-Écosse? Jusqu'au Maine? Peut-être même jusqu'au golfe du Saint-Laurent? Il n'y a pas de réponse. Mais une chose est sûre, ils furent les premiers. Des pionniers non seulement géographiques, mais humains, ceux qui ont appris au monde que l'océan n'est pas un mur, mais un chemin. Et quand on se tient sur la côte venteuse de Terre-Neuve et qu'on regarde le brouillard ramper sur la mer, on a l'impression que quelque part là-bas, au-delà des vagues grises, on entend encore le bruit des rames et le cri de l'homme qui, il y a 1000 ans, vit l'Amérique pour la première fois et dit « La Terre ». 1000 ans se sont écoulés. Le monde a changé à s'y méprendre, mais l'océan est resté le même. Ces vagues se brisent toujours contre les rochers de Terre-Neuve et le vent, ce même vent du nord, porte encore le murmure de ceux qui ont les premiers traversé son cœur de glace. Quand les archéologues remontent de la terre un clou rouillé ou un fragment de céramique, ce ne sont pas seulement des découvertes. C'est le souffle d'une époque où l'homme a osé pour la première fois s'aventurer là où il n'y a pas de chemin. Aujourd'hui, le nom de Leif Erikson figure aux côtés de celui de Colomb dans les manuels scolaires, mais leurs chemins sont aussi différents que la glace et le soleil. Colomb cherchait la gloire et les rois. Leif, le chemin lui-même. Son voyage n'a pas apporté d'or, n'a pas créé d'empire, n'a pas changé l'économie mondiale, mais il a prouvé quelque chose de plus grand.
que l'homme est capable de traverser la peur et de survivre dans un monde où il n'y a pas encore de nom. Le terme que les chercheurs modernes utilisent pour désigner de telles expéditions est l'esprit pionnier. Ce n'est pas simplement la découverte d'un territoire, c'est la volonté de s'aventurer là où la connaissance prend fin et où la foi commence. Et en ce sens, les Vikings furent les premiers pionniers des temps modernes, non pas des conquérants, mais des témoins de la volonté humaine illimitée. Leur histoire, ce n'est pas seulement des batailles, le froid et des navires. C'est l'idée que toute découverte commence par un mouvement intérieur, par le désir de voir au-delà de la ligne d'horizon non pas une fin, mais une possibilité. Leurs dracars, construits de planches courbes et de rêves, devinrent le symbole que même le navire le plus fragile peut traverser l'océan le plus rude s'il est dirigé par un homme qui ignore le mot « impossible ». Les archéologues continuent de chercher les traces de nouveaux campements. Chaque fragment de bois trouvé, chaque miette de charbon, c'est la confirmation que 5 siècles avant les drapeaux européens sur le Nouveau Monde, des Nordiques se tenaient déjà ici. Leurs pas sur le sol américain furent les premiers, et bien que leur trace ait disparu sous la mousse et la neige, le fait demeure. Ils y sont parvenus. Et maintenant une question à toi, spectateur. Si tu avais vécu à leur époque, aurais-tu osé t'aventurer en mer, où chaque tempête est une sentence et chaque lueur à l'horizon peut être un mirage? Aurais-tu pu tenir la barre quand le vent te fouettait le visage et que le monde entier disait « il n'y a rien plus loin ». L'histoire de Leif Erikson est un rappel que les frontières n'existent que dans l'esprit. Tout ce que les mers divisaient, les cœurs l'ont uni. Et peut-être est-ce cela qui fait de nous les héritiers de ceux qui, un jour, ont regardé l'horizon et ne se sont pas détournés. Car tant qu'il y aura ceux qui vont de l'avant, le monde ne deviendra jamais petit.